Bonjour, bienvenue sur le plateau de France 3 Côte d'Azur pour la reprise de votre émission La Voix est libre. On repart donc pour une saison, pour une année qui sera très riche avec en point de mire l'élection présidentielle en 2012. Invitée aujourd'hui Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc présidente du Front National. Vous êtes ici ce week-end pour les journées d'été du Front National qui ont lieu à Acropolis aujourd'hui et dimanche. Vous prononcerez votre discours de clôture demain à 15h. Alors donc l'émission reprend, je vous ai dit, pour une saison avec quelques petits changements. On va rester sur la première demi-heure avec l'invité principal. Ensuite, on aurait dû, mais là nous n'aurons pas de débat, on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. On aura donc normalement un débat après le flash de midi. Et surtout, ce qui est très important, il faut que je vous le dise déjà en début d'émission, puis vous verrez, on le mettra pendant toute l'émission. On prolongera l'émission d'une dizaine de minutes sur Internet. Sur le site La Voix est libre Côte d'Azur.fr, ça va être marqué régulièrement pendant l'émission et surtout, ce qui est très important, pendant l'émission, vous pouvez poser vos questions à Marine Le Pen, je les relayerai. Voilà, on débute tout de suite, Marine Le Pen, par l'actualité de la semaine. On va parler en tout cas ici en PACA, ce qui a beaucoup marqué, c'est Jean-Noël Guérini. On va voir des images, donc le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, sénateur socialiste, qui a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et association de malfaiteurs. Alors, il s'est mis en congé, donc lui-même, du Parti socialiste, et son expression, vous avez dit ce n'est pas assez, il aurait fallu l'exclure. En fait, quelle est la différence? Parce que le plus important, c'est qu'il démissionne. Or, il a répété, et il l'a dit aujourd'hui d'ailleurs dans le Parisien, à nouveau, qu'il ne démissionnerait pas. Mais parce que je crois que si vous voulez qu'au-delà du temps judiciaire, les partis politiques ont quand même une responsabilité vis-à-vis de leurs cadres et de leurs élus, surtout quand ils sont aussi célèbres. Or, ça fait des mois que le Parti socialiste est informé de manière très claire d'agissements qui, nonobstant encore une fois le volet judiciaire, aurait dû entraîner son exclusion du Parti socialiste, la sanction venant de son propre mouvement. Or, on voit bien qu'on a poussé M. Guérini à partir, on lui a conseillé de partir, mais qu'aucune décision n'a été prise. Alors je le remarque juste parce que le Parti socialiste, vous savez, est toujours très prompt à venir donner des leçons de morale à la terre entière, à exiger que l'UMP exclue tel ou tel, à exiger que le Front National exclue tel ou tel. Je m'aperçois qu'avec leurs propres élus, ils sont tout de même d'un très grand laxisme, ce qui ne m'étonne pas, c'est le laxisme d'ailleurs qu'ils proféraient lorsqu'ils étaient eux-mêmes au gouvernement. Est-ce que ça pose un problème qu'un président de conseil général mis en examen pour des motifs quand même qui sont assez lourds reste à sa place et ne démissionne pas? Oui, bien sûr, mais ça démontre l'immoralité totale de ce genre de personnage. Tout à fait évidemment, il aurait dû, s'il avait la moindre considération pour ses électeurs, se retirer du jeu et se concentrer, après tout, sur la défense qui va devoir être la sienne dans l'instance judiciaire qui est engagée. Je trouve ça, bien sûr, très choquant et je pense que, évidemment, les habitants trouvent également que d'avoir à la tête, en conservant tout de même son poste, quelqu'un sur lequel pèsent d'aussi lourdes charges, eh bien, est assez indigne de la République et de la démocratie. Alors, petite parenthèse avant de voir le reste de l'actualité. Au moment de l'attentat d'Oslo, il y a eu pas mal de militants chez vous qui ont pris des prises d'opposition critiquables et que vous avez critiquées et que vous avez exclus d'ailleurs. Hein. En tout cas, un certain nombre ont été exclus du Front National. Vous avez été moins sévère avec votre père qui avait parlé d'accident pour l'attentat d'Oslo. Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures au Front National? Non, pas du tout. Enfin, je crois qu'il ne faut pas résumer la pensée de Jean-Marie Le Pen à ce point. Jean-Marie Le Pen, il a émis une critique. Il est un responsable politique, il est élu, président de groupe au Conseil régional de PACA, et il a eu une analyse de responsable politique. Au-delà, évidemment, de la douleur que nous avons partagée avec les Norvégiens, il est sûr qu'on pouvait s'étonner un peu de la naïveté du gouvernement norvégien dans la sécurité qu'il mettait en œuvre. Excusez-moi, mais enfin, une université d'été de jeunes de 500 personnes, il n'y avait pas de policiers pour les protéger, il y avait un garde du corps. Et à la limite, Jean-Marie Le Pen a eu raison d'ailleurs de pointer... C'est pas un accident, ça c'est un peu de laxisme au niveau de la sécurité. Parce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, il a dit d'un côté, il y a l'acte d'un fou. Bon, l'acte d'un fou, c'est vrai qu'il est difficilement prévisible. Bon, mais au-delà de ça, il y a un gouvernement qui est là pour assurer la sécurité d'une population. Et je crois que ces critiques étaient réelles et justifiées, puisque quelques jours après, le gouvernement norvégien a lui-même fait son mea culpa en disant que manifestement, il n'avait pas prévu ce type de possibilité et qu'ils avaient été trop longs à intervenir, qu'effectivement, ils n'avaient pas fait les bons choix. Voilà. Je crois que ça ne sert à rien d'essayer de créer des polémiques stériles. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'à chaque fois que Jean-Marie Le Pen ouvre la bouche, y compris pour dire une évidence,
chacun cherche à y trouver une polémique. Il n'y a pas de raison. Concernant d'autres personnes, ils ont émis des positions, elles étaient à l'inverse de celles que j'avais exprimées, eh bien ils ont pris la décision d'en tirer les conséquences. Alors vous parlez beaucoup de moralisation de la vie politique. C'est un autre chapitre de l'actualité un petit peu plus ancien, mais le retour de DSK à Paris. On a vu des images, c'est un point final provisoire en tout cas à l'affaire, qui a d'autres volets, notamment le volet français. Alors au-delà de ça, vous parlez beaucoup de moraliser la vie politique. Si le 6 mai 2012 vous êtes élu président de la République, moraliser la vie politique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça va nécessiter beaucoup de prise de décision, et notamment en ce qui concerne les conflits d'intérêts, dont je pense qu'ils pourrissent très sincèrement la vie politique française. Je crois que la vie politique française est beaucoup plus corrompue qu'on ne l'imagine. On a cru qu'après les affaires Urbac-Graco, on était débarrassé de ces grandes corruptions, alors que peut-être le retour de la féodalité lié au pouvoir souvent exorbitant qui sont donnés aux conseils régionaux, aux conseils généraux, a permis de se développer des comportements qui ne sont pas admissibles. Bon, je le sais, je viens d'Hénin-Beaumont, le maire d'Hénin-Beaumont est parti entre 4 gendarmes et il a été mis en prison. Et il a été découvert à cette occasion une véritable mafia. C'est le cas chez M. Guérini, et je crois hélas que c'est le cas ailleurs. Mais plus généralement, quand on est un responsable politique, quand on est un ministre, on doit absolument s'écarter de tout conflit d'intérêts. Or, excusez-moi, mais pendant un certain nombre de mois, on a eu une succession d'affaires qui n'ont été que des problématiques d'intérêt personnel, de conflits d'intérêts. L'affaire Woerth, l'affaire Amara, l'affaire Joyandet, l'affaire Blanc, l'affaire Alliot-Marie, Quelle première mesure vous prenez en la matière si vous êtes élu? Je vous dis, je crois qu'il y a toute une série de mesures à faire, mais je crois que la première que je prendrai, c'est d'obliger, comme ça existe en Grande-Bretagne d'ailleurs, la publicité des notes de frais des exécutifs qui doivent, à mon avis, être votées par les assemblées. Il n'y a absolument aucune raison que ces budgets qui sont considérables soient des budgets qui ne soient pas sous le contrôle du peuple et donc sous le contrôle de l'Assemblée, que ce soit d'ailleurs au Parlement ou dans les municipalités ou dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Alors on reste un petit moment sur ce problème de moralisation de la vie politique, en tout cas d'un certain nombre de comportements. Hier, Frédéric Pechner, le directeur général de la police nationale, a admis avoir ordonné l'identification de la source, l'identification de la source, pas des écoutes, la source d'un journaliste du Monde dans l'affaire Bettencourt. Si, au terme de cette enquête qui est en cours, il y avait eu écoute de journalistes, quelles conséquences il faudrait en tirer? Ce sont des conséquences politiques qu'il faut en tirer. Ça tombe bien, il y a des élections présidentielles en 2012. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy a été élu sur la République irréprochable, qu'il a lourdement critiqué, et sûrement à juste titre, le comportement de ses prédécesseurs, et qu'on a tous en mémoire la manière dont François Mitterrand s'est servi des moyens de l'État pour des intérêts qui étaient des intérêts personnels ou contre des adversaires. On s'apercevrait aujourd'hui que Nicolas Sarkozy, en réalité, a fait exactement la même chose, que non seulement la presse se plaint régulièrement d'être victime d'intimidation de la part du pouvoir, de pression directe, allant évidemment à l'encontre de la liberté de la presse, mais que de surcroît, il aurait fait écouter un certain nombre de personnes. Je crois qu'il faudra que les Français en tirent la conséquence en 2012 et changent de président. Le Front National n'a jamais fait de pression sur des journalistes qui enquêtaient sur le parti? Ah non, on n'a jamais fait de pression. On peut être mécontent, on a le droit d'ailleurs. Quand on lit un livre qui nous apparaît totalement faux, diffamatoire, nous saisissons les tribunaux. C'est la voie absolument classique et normale en la matière. Mais là, c'est les moyens de l'État. On ne parle plus d'un parti politique. Ce sont les moyens de l'État qui sont utilisés de manière illégale pour obtenir des informations, pour faire pression sur des adversaires ou pour faire pression sur la presse et peut-être même d'ailleurs sur la justice, parce que a été révélé dans un livre récent tout de même les interactions qui existaient et les pressions qui étaient effectuées directement sur certains magistrats. C'est quand même un fonctionnement dont on ne peut pas se contenter. Alors je vous disais qu'on allait parler de l'actualité en PACA, pas seulement en PACA. Alors on va revenir un petit peu en arrière. Vous êtes allé à Lampedusa, c'était le 14 mars dernier, très exactement. Lampedusa, donc point d'arrivée des migrants dans l'Union européenne. Ici, on a été pas mal touché par ces événements puisqu'il y a eu des arrivées de migrants à Vintimille. Des migrants tunisiens. Alors, on va d'abord écouter ce que vous avez dit ce jour-là à Lampedusa.
Moi, si je n'écoutais que mon cœur, évidemment que je proposerais de monter dans ma barque. Sauf que ma barque est trop frêle. Et que si je vous prends dans ma barque, eh bien ma barque va couler. Et nous nous noierons ensemble. Alors Marine Le Pen, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, est venu ici à Nice à cette époque. Il y a eu des prises de position assez fortes et tranchées de Christian Estrosi, d'Éric Ciotti au niveau national. On a parlé également de la révision des accords de Schengen. Enfin bref, ça a fait beaucoup de bruit. Cet exil là, dont on parle est souvent un exil économique, avec des titres de séjour à la clé. Je ne parle pas de l'immigration illégale. Vous critiquez aussi cette immigration-là, qui est une immigration économique. Pourquoi ? Mais je la critique parce que nous n'avons plus les moyens de les accueillir, monsieur, c'est aussi simple que ça. Nous avons 4,5 millions de chômeurs en France. Nous avons 1,2 million foyers, enfin ménages qui attendent un logement social. Nous n'avons rien à offrir à ces gens qui arrivent. Nous ne pouvons plus leur offrir un travail, nous n'en avons pas. Et nous ne pouvons pas subvenir à leurs besoins. Nos déficits sociaux sont spectaculaires. Encore, il y a 24 heures, on a appris qu'il y avait 30 milliards de trous de la sécurité sociale, déficit qui a triplé en l'espace de 2 ans. Nous ne pouvons plus assumer cette immigration, qu'elle soit d'ailleurs légale ou illégale. Moi, ce que je reproche beaucoup à ce gouvernement, c'est qu'il a le verbe haut, mais qu'il a la main molle. On entend beaucoup dire, il faut pas, on est contre, etc. Il faudrait changer les accords de Schengen, mais rien n'est jamais fait. Et bien au contraire, on laisse en place les pompes aspirantes de l'immigration. Par conséquent, c'est une véritable incitation à d'autres personnes qui voudraient venir rejoindre le territoire français. Les régularisations de clandestins, ça ne devrait même pas exister, permettez-moi. À partir du moment où on vient et on se maintient sur le territoire français en contradiction avec la loi française, on ne devrait pas pouvoir être régularisé. Si vous les régularisez, eh bien vous lancez un signal à d'autres qu'ils peuvent venir de manière clandestine et qu'ils auront peut-être une chance d'avoir des papiers. Alors, un mot justement sur l'immigration. On va y revenir tout à l'heure, mais ça apparaît un petit peu moins dans votre programme en ce moment, par exemple, que l'économie et le social. Vous avez fait pas mal d'émissions de télé. Je pense à l'émission qui s'appelait De Pujadas, où vous avez été des paroles et des actes. Vous avez été face à Caroline Fourest. Récemment, vous avez été avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC. C'est vrai que quand on vous parle de ce thème de l'immigration, alors il vous a ressorti une petite phrase sur le service militaire, mais ça vous énerve un peu. Pourquoi ? Non, pas du tout. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense qu'il faut arrêter de voir la politique par le petit bout de la lorgnette et la petite phrase qu'on a vue, qu'on a trouvée, qu'on n'a pas compris. Moi, je parle de l'immigration. Je ferai un grand discours à 15h. J'appelle d'ailleurs tous ceux qui voudraient venir m'écouter à venir à l'Acropolis, où je vais parler des 3 sujets qui m'apparaissent essentiels aujourd'hui. La sécurité, l'immigration et tout à fait évidemment l'économie. Pourquoi je parle beaucoup d'économie, de chômage, de pouvoir d'achat, de dette aujourd'hui? Mais parce que nous sommes au devant d'un véritable cataclysme financier. Parce que c'est tout notre avenir qui est en cause, celui de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est notre système de protection sociale qui est en cause. C'est notre économie réelle qui est en cause. Et vous savez, l'immigration est aussi un problème économique. Pourquoi vous croyez qu'on continue à faire rentrer des gens alors qu'on n'a plus d'emploi à leur offrir? Parce que ça pèse à la baisse sur les salaires. C'est ça l'objectif. On va revenir sur votre programme, Marine Le Pen. On va parler un petit peu de politique locale ou plutôt régionale. On va revenir sur les résultats des cantonales. Il y a des candidats ici, en PACA, particulièrement dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, qui ont fait des très gros scores, de l'ordre de 40%. Souvent, ces candidats étaient presque inconnus. Ils donnaient l'impression de ne pas avoir forcément de programme. On a l'impression que cette poussée soudaine était liée un peu à votre personne. Vous étiez sur leurs affiches. Est-ce que ce n'était pas un phénomène de mode, de forme plus que de fond ? Alors, écoutez, moi je serais très content si vous me disiez que le Front National est à la mode. Enfin, le Front National ne vient pas de naître tout de même. C'est un parti qui maintenant a 40 ans et que les Français connaissent bien. Je pense au contraire que c'est une image qui a changé avec vous un peu quand même. Oui, mais ces résultats démontrent que les Français sont en train de prendre conscience que les grandes promesses de Nicolas Sarkozy n'ont pas été tenues et qu'ils ne croient pas probablement que les socialistes soient capables de faire mieux ou même de faire autre chose que ce que Nicolas Sarkozy fait. Souvenez-vous quand même, entre la République irréprochable, la régulation drastique de l'immigration, le règlement des problèmes de sécurité,
le président du pouvoir d'achat. Eh bien, au résultat, l'échec de Nicolas Sarkozy est patent dans l'ensemble de ces domaines. Moi, je pense que les Français ont le sentiment d'avoir été trahis. Voilà. Ils ont le sentiment, ils sont déçus et ils attendent autre chose que cela. C'est pour ça qu'on fait ces résultats-là. On va y revenir, Marine Le Pen. Simplement, je vous parlais des cantonales. Vous avez eu un élu dans le Var, c'était à Brignoles. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Paul Dispart. Je voudrais qu'on voit assez rapidement le reportage qui avait été fait le lendemain du deuxième tour. Donc c'était le 28 mars. C'est un reportage de Robert Papin et Michel Partage. On regarde. Ce jeune retraité est un enfant du pays. Ici, dans son village natal, il a fait le plein de voix. Et ceux qui n'ont pas voté pour lui sont rares. Je crains un truc, c'est que Brignoles, l'insécurité va se dégrader. Parce que tous les petits Arabes vont mettre la feu aux poubelles. Et le Front National, Popol, il est gentil, je l'aime beaucoup. Mais bon, c'est tout. Il fallait s'y attendre, hein. Donc, après, moi, la politique, c'est pas trop, mais à force de trop serrer sur les gens et tout, mais ma foi, on montre le mécontentement. Hein. Seul élu du Front National dans le Var, il risque d'être isolé au sein du Conseil général et il ne sait d'ailleurs pas trop ce qu'il va y faire. Je ne suis pas encore, attendez que je suis au moins. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne suis pas encore, alors je ne peux rien vous dire. Enfin, vous vous êtes présenté quand même avec un objectif. Ah si, j'avais un programme, mais le programme, je le verrai bien, le programme que j'ai. Voilà. Bon, Marine Le Pen, il n'est pas question de porter un jugement sur la personne, hein. Mais quand on est, comme vous, en tout cas en ce moment, dans une stratégie de conquête du pouvoir avouée, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des bases qui finalement sont pas forcément très solides, d'après ce qu'on vient de voir? Vous savez, il y a eu... Oui, enfin, je trouve que votre jugement est un peu dur parce que il y a eu 3000 candidats du Front National dans toute la France. Et moi, je suis assez heureuse de voir que des gens du peuple décident de s'engager en politique, à y bousculer un peu cette classe politique professionnelle, apparatchik, souvent issue des grandes écoles, et qui a accaparé en quelque sorte le pouvoir pour le retirer d'entre les mains du peuple. Moi, je pense que le bon sens populaire, que des candidats soient chômeurs, mères de famille, qu'il y ait des fonctionnaires, qu'il y ait des retraités, m'apparaît très sain. Parce que ce qui manque le plus dans la vie politique française, c'est justement du bon sens. Et les polytechniciens et les énarques sont sûrement des gens très intelligents, mais ce que je vois, moi, c'est que leur résultat est pitoyable. Mais vous en avez autour de vous quand même? Oui, j'en ai un certain nombre. Le tout, c'est qu'ils ne prennent pas le pouvoir. Vous savez, le grand-père de Nathalie Kosciusko-Morizet avait écrit un livre sur la mafia polytechnicienne, où il expliquait que les polytechniciens avaient pris le pouvoir des grandes entreprises françaises, avaient pris le pouvoir politique. C'est aux politiques de conserver le pouvoir politique, et c'est surtout au peuple de conserver le pouvoir politique. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'on est en train de retirer le pouvoir au peuple, soit pour le transmettre d'ailleurs aux technocrates de Bruxelles, soit en ne permettant pas à l'ensemble des électeurs d'être représentés, et ceci m'apparaît être très éloigné de la conception que je me fais de la démocratie. Bon, alors tout ça, ce sont des thèmes que vous allez développer aujourd'hui et demain. Je rappelle, vous faites votre discours demain à 15h à Nice. Justement, pourquoi avoir choisi Nice pour ces journées d'été qui marquent un peu votre véritable rentrée politique? Je suppose que c'est pas par hasard. Vous faites de bons scores ici. C'est aussi un bastion du sarkozysme. Certains parlent parfois de laboratoire du sarkozysme. Est-ce que c'est pour ça que vous voulez venir faire votre rentrée à Nice? Oh, écoutez, c'est pas la première fois qu'on vient à Nice. On vient à Nice parce qu'on aime Nice. On vient à Nice parce qu'on est attaché à ce département des Alpes-Maritimes. Et parce qu'on est, il faut bien le dire, toujours accueilli à bras ouverts. Donc c'est plaisant. J'aurai l'occasion, au cours de la campagne présidentielle, d'aller évidemment dans d'autres endroits et dans d'autres bastions, et notamment évidemment notre bastion du Nord. Mais c'est vrai que c'est un peu traditionnel de commencer la rentrée politique sur la côte. Donc nous y sommes heureux. Sur le laboratoire du sarkozysme, écoutez, justement, moi je remarque une chose, c'est qu'il y a ici dans le Sud beaucoup de députés qui tiennent peu ou prou le même langage du Front National, qui vont chercher leurs idées dans le programme du Front National et qui pourtant ont un comportement éminemment méprisant à l'égard du Front National. Je crois qu'il faut être cohérent dans sa démarche. Je veux dire, soit ces gens-là, ils pensent comme nous, et à ce moment-là, il faut qu'ils arrêtent d'être à l'UMP, et il faut qu'ils arrêtent de voter systématiquement des propositions qui vont à l'inverse de ce qu'ils racontent aux électeurs sur le terrain, soit il faut qu'ils admettent qu'ils sont là uniquement pour des raisons électoralistes, pour tenter d'empêcher les déçus de l'UMP de partir vers le Front National. Prenons deux exemples. Les élus, par exemple, de la droite populaire, qui font beaucoup parler d'eux, qui s'agitent beaucoup sur le thème de la fermeté, etc. Ils ont voté les 15 milliards à la Grèce, alors même qu'ils disent qu'ils sont contre
l'aggravation des déficits. 15 milliards qui ont été donnés à la Grèce. Bon, ils nous parlent de sécurité en permanence et de fermeté. Ils ont voté tous les budgets qui ont réduit de 19 000 le nombre de policiers et de gendarmes. Et la liste est longue. Et dans chaque domaine, je peux vous donner la démonstration qu'entre les paroles qui sont tenues et les votes de ces députés, il y a un vide abyssal. Vous dites que vous aimez Nice, donc il va y avoir des échéances prochaines, assez rapides. D'abord les législatives, ensuite les municipales. Est-ce que vous souhaitez être candidate personnellement ou dans une circonscription niçoise ou à la mairie de Nice? C'est-à-dire qu'on pourra avoir éventuellement un duel Marine Le Pen-Christian Estrosi? Ah non, pas du tout. Moi, je reste dans le Pas-de-Calais. C'est ma circonscription. Mais en tout cas, si c'est pas vous, est-ce que ce sont des circonscriptions et des mairies qui sont prenables? Oui, bien qui sûr. sont des objectifs, en tout cas. Évidemment, puisque ça a déjà été le cas. Par conséquent, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas demain. Vous savez, le gouvernement et l'UMP, il faut l'admettre, l'a confirmé, a mis en place un mode de scrutin qui est un mode de scrutin dont l'objectif est tenté d'empêcher le Front National d'avoir des élus. Aujourd'hui, il y a 20% de la population qui n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale. Moi, je suis désolé, je considère ça absolument scandaleux. Bon. Mais le problème du scrutin majoritaire, et on l'a vu au cantonal, c'est que parfois il peut éliminer justement ceux qui l'ont mis en place. Et on peut parfaitement demain avoir des députés, et je pense qu'effectivement la mairie de Nice peut revenir à quelqu'un qui porterait un projet national, comme ça a été le cas il y a quelques années, quand Jacques Perrat était maire de Nice. À Nice, il faudrait un candidat connu quand même. Oui, vous n'avez pas une petite idée nous trouvons un candidat connu, mais vous me parlez de 2014. Un parachutage. Et vous me parlez, non, pas obligatoirement. Je pense qu'il y a des gens de très grande qualité qui sont dans la vie civile à Nice, qui sont probablement peut-être pas encore connus, mais qui ont largement le temps de se faire connaître. Moi, pour l'instant, j'ai deux échéances majeures, évidemment, ce sont les présidentielles et les législatives qui suivront 2 mois plus tard. Marine Le Pen, une question, donc, puisque je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur La Voix est libre, côte-d'azur.fr. C'est Étienne qui se dit frontiste. Bonjour Madame Le Pen, j'habite à Nice. Rue de Suisse bloquée tous les vendredis par les musulmans intégristes. Que feriez-vous si vous étiez présidente ou maire de Nice? Tiens, lui aussi, il y a je pensé. ferais appliquer la loi. Maintenant, ça commence à bien faire. Parce que si un gouvernement n'est pas capable d'empêcher Il n'y a pas qu'à Nice, une quinzaine de rues en France ou une vingtaine de rues en France, aujourd'hui, parce que demain, ça va se multiplier, de ne pas faire l'objet d'une occupation physique en violation totale des lois de laïcité, eh bien, ça veut dire que ceux qui nous gouvernent sont incompétents. Comment voulez-vous qu'ils gèrent la délinquance s'ils ne sont pas capables d'empêcher des gens déjà de s'installer dans une rue? C'est quand même incroyable. Là encore, il y a des discours et des discours et des discours. On met la main sur le cœur, on dit qu'on va régler le problème. Moi, j'ai soulevé ce problème il y a plus d'1 an déjà. Eh bien, depuis 1 an, ça continue. Il faut empêcher ces gens de bloquer les rues, y compris, s'il le faut, avec les forces de l'ordre. Il s'agit là de problèmes d'autorité de la République. Marine Le Pen, on parle donc du positionnement du Front National, en tout cas depuis que vous en êtes présidente. C'est le thème qu'on va aborder à partir de maintenant. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques jours de 2 journalistes du Monde, Caroline Monod et Abel Mestre. Le livre s'appelle « Le système Le Pen ». Ils essayent en fait de décrypter principalement votre entourage, pour résumer. On va les écouter puis on va en parler après. Ces gens-là sont également les enfants. Ce sont les enfants de l'après-guerre d'Algérie, ce sont les enfants de la télé. Et ils maîtrisent tous ces codes-là. Donc, il est très difficile, il ne faut pas les juger à leur mine, quoi, en gros, ce qu'on a voulu dire. Et le concept de dédiabolisation est un concept assez pervers, puisque, en gros, c'est pas parce que c'est des gens qui portent beau et qui n'ont pas l'air de crâne rasé que, pour autant, ce ne sont pas des militants d'extrême droite dure. Et il y a tout un jeu de faux-semblants, où, sur le devant de la scène médiatique, on lisse le message, et derrière, le contenu du programme et le contenu des propositions est toujours aussi radical, même si ils ont un peu déplacé les meubles et qui privilégient aujourd'hui plus les thématiques économiques et sociales. Néanmoins, les attaques contre l'islam et contre ce qu'ils appellent l'islamisation restent très très dures et contrecarrent un peu cette stratégie qu'on nous a donné à voir de dédiabolisation et de partis comme les autres. Voilà, donc la thèse de ce livre qui est long, c'est que
un certain nombre de programmes, c'est ce qu'il dit, déplacer les meubles. L'économie et le social sert un peu à lisser le programme pour masquer d'autres thèmes qui sont toujours présents. Alors la question est-ce que le Front National a changé? Non mais d'accord, mais excusez-moi, mais quand même, moi j'ai besoin d'informer les gens qui écoutent ça. Monsieur Mestre et Madame Monod sont des gens qui viennent de l'extrême gauche, qui sont en combat politique contre le Front National. Ils ont pondu un livre qui est nul d'ailleurs, que j'ai lu, qui était un espèce de fantasme délirant, avec des obsessions. Tout ça est totalement délirant. Le Front National a des principes. Il défend la souveraineté de la nation. Il défend la pérennité de notre civilisation. Il défend un État stratège. Il continue à le faire. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes encore une fois sur le plan économique et social, face à des circonstances probablement jamais connues depuis des décennies. La seule vraie question que les Français doivent se poser, est-ce que les gens qui nous gouvernent savent où ils vont? Est-ce que les gens qui nous gouvernent savent où ils les emmènent? Moi, je ne crois pas. Ce que je vois depuis un certain nombre de jours, c'est que notre pays est au bord du précipice, qu'un Premier ministre dit qu'il est à la tête d'un pays en faillite, mais qu'il n'y a aucune solution qui sont proposées. Voilà, on prend des... Non mais alors justement, vous dites, donc c'est pourquoi on parle d'économie, parce que c'est essentiel. J'ai bien compris, mais vous dites qu'il faut savoir si les gens savent qui nous gouverne, il faut savoir aussi s'ils savent pour qui ils vont voter. Donc en l'occurrence, ils votent pour vous. Je voudrais juste vous signaler une chose. Richard Garcia, que vous devez connaître, donc qui est conseiller, un de vos conseillers économiques, il a passé le deuxième tour des cantonales à Antibes-Centre, et il pourrait être le candidat des législatives dans la 7e circonscription, c'est celle de Jean Leonetti. Il s'est exprimé récemment dans la presse écrite, et il dit les pétainistes et les nostalgiques de la guerre d'Algérie n'ont plus leur place au Front National. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Monsieur, je crois que monsieur Garcia a fait partir un droit de réponse parce qu'il conteste formellement ses propos. Dieu merci. Il n'a pas dit ça? Pourquoi? Parce que, évidemment, j'étais au Salon du Savoir-Vivre Pieds Noirs il y a quelques jours encore, où je suis allé exprimer aux Pieds Noirs l'amitié que je leur porte et le sentiment de compassion que j'ai à l'égard d'une période qui a été extrêmement difficile pour eux. Donc je crois que ces propos, en l'occurrence, n'ont pas de sens. Quant aux pétainistes, oui, effectivement, je crois qu'il faudrait peut-être passer à autre chose. Je pense qu'on a tout l'avenir à construire, que probablement il n'y a plus rien d'aujourd'hui d'acquis, qu'on ne sait pas demain s'il y aura encore, après tout, du travail, une sécurité sociale, des allocations chômage. Et donc, moi, j'essaye de ne pas regarder trop dans le rétroviseur, parce que j'ai devant moi toute une série de difficultés auxquelles je dois apporter des réponses. Je crois que c'est ça la responsabilité d'un politique. Maintenant, tout le monde est le bienvenu, je vais vous dire, autour du projet qui est le mien. Moi, j'en appelle à tous les Français, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, s'ils ont la nation au cœur, s'ils ont peur pour leur pays, s'ils ont envie que notre pays se redresse et exprime la grandeur qui est la sienne, eh bien, il faut qu'ils viennent. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution dans l'offre politique que celle que nous portons. Alors, Marine Le Pen, on va passer à l'économie. Je voudrais qu'on voit d'abord, pour commencer, juste avant le flash de midi, un sujet sur la Grèce, donc, qui est dans une situation catastrophique. On le sait, on en parle depuis longtemps. En fait, ça a commencé beaucoup à se dégrader, et on a beaucoup parlé de ce sujet en juillet, donc on va un peu replacer les choses. C'est un sujet de Julien Gasparuto et Pascal Verdeau qui était passé donc au mois de juillet. Il aura fallu 9 heures de discussion pour que les dirigeants de la zone euro parviennent enfin à un accord. Nicolas Sarkozy est le premier à la tribune. Le message est clair, c'est l'unité pour rassurer. Je voudrais, m'adressant au peuple grec, leur dire que nous sommes conscients des efforts qui leur ont été demandés et que l'ensemble des pays européens a décidé d'être à leur côté. La zone euro crée des solidarités qui fait qu'on ne peut pas abandonner un membre de la zone euro. Concernant la Grèce, les 17 membres de la zone euro annoncent une nouvelle aide publique de plus de 100 milliards d'euros, mais ils envisagent aussi une forte contribution du secteur privé. La dette grecque sera rééchelonnée et pour y parvenir, les banques investiront 135 milliards d'euros sur 30 ans. Face au risque de défaut de paiement, Nicolas Sarkozy a assuré que la Grèce paiera la totalité de sa dette. L'Europe renvoyant d'ailleurs le gouvernement grec à ses responsabilités. Tout repose sur la capacité, à laquelle je crois, du gouvernement grec de mener à bien son programme. Rigoureusement, nous suivrons cela de très près, la Commission suivra ça de très près, le FMI aussi, c'est absolument essentiel.
L'autre volet vise à éviter la contagion aux autres pays endettés de la zone euro. Première mesure, renforcer le fonds de secours européen en lui permettant de racheter de la dette et de soutenir les banques en difficulté. Deuxièmement, soulager les pays endettés en allongeant la durée des prêts à 15 ans et en abaissant les taux d'intérêt de 4,5 à 3,5%. Voilà, je vais vous demander de résumer en 1 minute, c'est pas facile parce qu'il va y avoir le flash, mais on va développer après le flash. Simplement, on dit beaucoup que cet été, beaucoup de choses ont changé en matière économique. En tout cas, c'est ce que dit l'UMP, c'est ce que dit le PS aussi, qui parle lui aussi de rigueur. Vous, c'est l'inverse. Vous êtes conforté dans votre sortie de l'euro. Bah écoutez, très intéressant ce reportage, parce que toutes les grandes promesses qui sont contenues dans ce reportage, eh bien on s'aperçoit que c'était du vent, et que c'est nous qui avions raison. Oui, je rappelle, c'était en juillet, ça a que pas mal bougé oui, non, mais depuis. c'est très intéressant, parce que depuis la Grèce, la situation de la Grèce est considérablement aggravée. Ils sont dans une récession qui est dramatique, et l'on sait aujourd'hui que jamais ils ne pourront rembourser la dette. Et malgré cela, on continue à leur donner des milliards, sauf que dans le même temps, on demande aux Français de se sacrifier, de se serrer la ceinture et de faire des économies. Il y a quand même à un moment donné une incohérence et une contradiction majeure. La réalité, c'est qu'hier, le secrétaire général de la BCE a claqué la porte, que c'est la panique générale. Et ça rend, si vous voulez, évidemment fondamental, le plan concerté dont j'avais parlé et planifié, qu'on a à l'époque beaucoup moqué. On va développer ça après le flash, on va s'interrompre. On retrouve Hélène Maman pour le flash de midi. Bonjour Hélène. Bonjour Henri, merci. Bonjour à tous, faisons ensemble le point sur l'actualité en Côte d'Azur en ce samedi midi. On est toujours sans nouvelles de l'équipage d'un voilier français croisant au large du Yémen. Il a pu croiser la route de pirates très nombreux sur cette zone. Selon nos confrères du Parisien, le catamaran était occupé par un couple de Varois partis faire le tour du monde. Le voilier aurait transporté 4 personnes au moment où un appel de détresse a été lancé par radio. Le Quai d'Orsay assure tout mettre en œuvre pour retrouver les personnes à bord. Économie à présent avec le mauvais bilan 2010-2011 de la SBM, le premier employeur de Monaco. La société des bains de mer exploite les prestigieux hôtels et casinos de la principauté. Son chiffre d'affaires est en baisse depuis 3 ans et elle accuse des pertes sur cette période qui s'élèvent à 17 millions d'euros. La clientèle italienne a déserté la place et les 200 millions d'euros investis dans les jeux en ligne n'ont pas encore porté leurs fruits. L'été en revanche a fait le plein, mais à Monaco on reste inquiet. On écoute Bernard Lambert, directeur général de la SBM, au sujet des dividendes reversés aux actionnaires. C'est une perte d'exercice de 17 millions d'euros qui vient d'une baisse de chiffre d'affaires, bien évidemment, qui affecte tout. Les jeux de table, les appareils automatiques, donc avec un changement de comportement des joueurs, principalement au niveau des tables. Et on passe au sport. En rugby, le RCT n'a pas réussi à faire mieux que match nul hier face à Bayonne. 12 points à 12 pour le compte de la 3e journée du top 14. Varois et Basque ne sont pas parvenus à se départager lors d'une rencontre très pauvre techniquement, avec très peu d'espace et un manque de discipline. Malgré une domination en fin de match, les joueurs de Philippe Saint-André n'ont pas trouvé la faille. Vendredi prochain, le RCT rencontrera Bordeaux-Bègles pour la 4e journée. En football, cette fois en Ligue 2, Monaco a signé hier à domicile une lourde défaite face à Angers. 3 buts à 1 sous les huées du public clairsemé du Louis II. Les Angevins ont inscrit les 2 premiers buts, ce qui a semble-t-il déstabilisé les Monégasques. Le but monégasque a été marqué grâce à un pénalty transformé par Vaïrua. Les Rouges et Blancs s'enfoncent donc dans la crise avec 4 points seulement en 6 matchs. Prochaine rencontre vendredi 16 face à Bastia. Mauvaise surprise également en national, Fréjus-Saint-Raphaël a perdu à domicile face à Épinal, 2 buts à 1. Les Varois ont été meilleurs en handball. Saint-Raphaël a emporté face à Nîmes pour la première journée du championnat de D1. Score 39 à 29. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19h pour une édition complète. Bonne journée. Merci Henri. Merci Hélène. Donc c'est la suite de La Voix est libre pour désormais un peu moins de 30 minutes. C'est nouveau puisqu'on fait 10 minutes sur Internet comme je vous l'ai dit au début. Alors normalement, ce sera la formule généralement qui sera habituelle dans cette émission. On devait se retrouver pour un face-à-face. Nous avions souhaité faire un débat entre une personnalité de l'UMP et Marine Le Pen, tout simplement parce qu'il y a la rentrée politique de Christian Estrosi dimanche à Nice, et parce que ce débat UMP Front National nous semblait ici, dans cette région, pertinent. Nous avions lancé des invitations à Christian Estrosi
Éric Ciotti, Lionel Lucas et Michel Tabarot, personne n'a souhaité donner une réponse favorable à notre demande, donc nous ne faisons pas de débat et ce sera comme ça pendant toute la saison. Quand nous ne pouvons pas monter de débat, nous ne les ferons pas. Je signale également que nous avions demandé à Abel Mestre, l'un des auteurs du livre, qui est à Nice pour votre université d'été, Marine Le Pen, de venir. Il n'a pas souhaité non plus. Donc pas de débat, on continue. Alors, une question, juste avant de reprendre sur l'euro, une question d'un internaute donc, qui a posé une question sur notre page Facebook. Une question pour Madame Le Pen. Quelles sont vos priorités en matière d'emploi pour redonner la priorité de l'emploi aux Français? On revient sur l'euro après, c'est peut-être lié d'ailleurs. Écoutez, je crois très honnêtement qu'il faut maintenant faire le bilan et changer de modèle économique. Le modèle ultralibéral qui nous a été imposé depuis 30 ans, il faut en fermer la parenthèse. On a ouvert les frontières en grand, on nous a mis en concurrence déloyale avec des pays à très bas coût de production, avec des salaires très bas qui font travailler les enfants, etc. Et évidemment, des pans entiers de notre économie se sont effondrés. On a perdu quand même 500 000 emplois industriels sous Nicolas Sarkozy. Et cette problématique de la concurrence déloyale existe également en ce qui concerne l'agriculture. Les producteurs de fruits et légumes, dont je rappelle quand même qu'ils sont aujourd'hui condamnés à rembourser 500 millions au gouvernement parce que Bruxelles a décidé que c'était interdit pour l'État français de venir en aide à des secteurs économiques. Eh bien moi je dis qu'il faut qu'on retrouve notre liberté et notre souveraineté. Je suis pour un patriotisme économique. Je pense qu'il faut faire cesser cette concurrence par l'intermédiaire de droits de douane, que l'État stratège doit accompagner une réindustrialisation de la France, que les PME, PMI doivent évidemment faire l'objet d'une attention toute particulière parce que ce sont elles qui sont capables de créer des emplois. Ce n'est pas les entreprises du CAC 40 auxquelles on ne cesse de faire des cadeaux. La niche fiscale de Copé qui a coûté 5 milliards, qui coûte 5 milliards d'euros par an, ce sont les TPE, les PME, les PMI qui doivent évidemment voir alléger la charge, notamment des impositions et des taxes qui pèsent sur elles. Mais encore faut-il qu'il y ait une concurrence loyale. Et ça, c'est à l'État d'imposer une concurrence loyale. Aujourd'hui, la concurrence étant déloyale. Donc, retrouver l'arme monétaire, remettre en place un État stratège, réindustrialiser la France, en quelque sorte protéger la France des vents furieux et violents de la mondialisation. Voilà quel est mon objectif. Un mot, Marine Le Pen, de la sortie de l'euro, parce que vous en parlez beaucoup, c'est un des piliers de votre programme économique. Dans l'émission dont je parlais des paroles et des actes, vous avez montré pas mal de livres qui ont été écrits par des économistes et qui prouvent que la sortie de l'euro est possible. Donc il y a ces livres-là et puis il y a votre programme. C'est pas forcément la même chose. Une question pratique. Vous dites que sortir de l'euro, c'est possible que si on sort groupé. C'est-à-dire il faut sortir à plusieurs, on ne peut pas sortir seul. C'est mieux de sortir groupé, c'est mieux. Et à partir du moment où nous sommes confrontés aux mêmes difficultés. Comment vous faites si après être élu, personne d'autre ne veut sortir de l'euro? Mais écoutez, monsieur, à mon avis, d'ici 2012, il n'y aura peut-être plus d'euros. La manchette du Canard de mercredi, c'était l'Élysée se demande si l'euro va passer l'hiver. C'est-à-dire que ce que je dis depuis des mois, j'ai pas dit qu'il faut sortir de l'euro pour des raisons idéologiques. Moi, je suis pragmatique. Je dis cette monnaie n'est pas viable. Elle va s'effondrer. Alors, plutôt que de subir cet effondrement dans la panique et la catastrophe, il y a tout lieu, effectivement, de se concerter avec les partenaires européens qui sont dans la même situation que nous pour retrouver nos monnaies nationales dans le cadre d'un plan qui soit réfléchi, organisé. Aujourd'hui, regardez votre émission, votre reportage de tout à l'heure. Oui, on va sauver la Grèce, il faut absolument conserver la Grèce, la solidarité. En réalité, vous savez ce qu'ils sont en train de préparer ? Ils sont en train de préparer de jeter la Grèce de l'euro dans la panique en laissant ce peuple que soi-disant on devait venir aider seul, brutalement sorti de leur monnaie. Si on sort de l'euro, qu'est-ce qu'elle devient? La dette, elle augmente forcément. Et pourquoi elle augmente? Si on sort d'euro, il n'y a plus d'euro. Il n'y a pas de dévaluation. Faut arrêter de se raconter. Il n'y a pas de dévaluation. Non mais écoutez, il faut arrêter de se raconter des coups. Si la France et d'autres pays sortent de l'euro, il n'y aura plus d'euro. Et si demain c'est l'Allemagne qui décide de sortir de l'euro, parce qu'elle en a marre de payer pour l'Italie, le Portugal, l'Espagne, parce que l'Italie et l'Espagne vont arriver évidemment à la caisse, eh bien il n'y aura plus d'euros. Et à partir du moment où il n'y a plus d'euros, il n'y aura plus de dette libellée en euros. C'est aussi simple que cela. Alors il y a un thème dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le thème de la règle d'or. C'est un thème cher au président de la République. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Le principe, c'est de ramener un certain pourcentage du produit, la dette à un certain pourcentage du produit intérieur brut d'ici 2013 et de l'inscrire dans la Constitution. Il faudrait donc un vote du Congrès. Je propose d'écouter ce que disait Nicolas Sarkozy, c'était au mois de juin dernier. Moi, je n'ai pas été élu pour que la France connaisse les affres de la Grèce, du Portugal ou de l'Irlande.
Alors maintenant, il n'est plus temps de parler, et c'est pour ça que nous avons agi. Ceux qui auront l'idée de revenir sur la réforme des retraites ou de refuser une règle d'or qui obligera tous les gouvernements à prévoir un budget en équilibre à terme, eh bien, ça sera l'explosion de la dette, l'explosion des déficits. Marine Le Pen, Christian Estrosi, puisqu'on en parlait, demande un référendum là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais écoutez, franchement, je trouve que le cynisme doit quand même avoir une limite. Hein. Nicolas Sarkozy a aggravé la dette de la France de près de 500 milliards sous son mandat. Sur 1650 milliards, il est responsable, lui, directement, de l'aggravation de 500 milliards. Il a imposé à la France 60 milliards d'aides aux différents plans de renflouement supplémentaires, et il vient nous dire que ça n'est pas admissible, etc. Mais il a une responsabilité considérable, et en fin de mandat, il nous vend la règle d'or. Écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense de la règle d'or. Mais elle existe déjà, la règle d'or. Je me permets de vous rappeler tout de même que M. Nicolas Sarkozy, avec l'aide de ses amis de l'UMP, a violé la vie des Français et a imposé le traité de Lisbonne contre le résultat du référendum au Congrès. On est d'accord avec cela? Or, dans le traité de Lisbonne, eh bien, il y a la valeur supérieure des traités sur la Constitution. Ça veut dire que les critères de Maastricht, les critères de convergence, 3% du déficit, la maîtrise de la dette, c'est déjà supérieur à notre Constitution. Alors quel est l'intérêt de le mettre dans la Constitution, si ce n'est de tenter une fois de plus d'enfumer les Français et d'essayer de se faire passer pour un bon père de famille qui gère correctement le pays et qui trouve que la dette c'est pas bien, alors qu'il en est le responsable. Sauf qu'entre-temps, Marine Le Pen, il y a eu quand même une ou deux crises. L'autre jour, vous avez fait un débat, vous avez eu de la chance chez des confrères avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Et elle vous disait... Pourquoi j'ai eu de la chance? Parce qu'ici, on n'a pas pu le faire. Elle vous disait, la crise, c'est un peu comme si on avait demandé au maire d'Hiroshima de reconstruire la ville en respectant le plan d'occupation des sols. Ça a bouleversé quand même des choses, la crise. C'est pas écoutez, la Cour des comptes. C'est pas après comme avant. Écoutez, la Cour des comptes a dit, les 2/3 de la dette est imputable directement au choix du gouvernement, 1/3 est imputable à la dette, à la crise. C'est clair. Donc la responsabilité porte sur les 2/3 de l'aggravation spectaculaire de la dette, c'est Nicolas Sarkozy et les choix qu'il a faits. Ce sont des choix, excusez-moi, qui étaient contestables quand même. Bon. Et encore une fois, tant qu'on ne change pas de modèle économique, et tant qu'on continue à nous mettre en concurrence déloyale, et tant qu'on refuse de mettre en place le patriotisme économique, et tant que le Conseil régional, le Conseil général et toutes les autres structures n'ont même pas le droit de faire travailler les PME et les PMI françaises, bon sang de bonsoir, c'est quand même incroyable. On est obligé d'aller chercher des boîtes étrangères, ou alors des boîtes dont on sait qu'elles travaillent avec des sous-traitants étrangers. Mais moi, mon but, c'est de créer l'emploi dans notre pays. Et pour ça, je trouve que quand même, le minimum, c'est que l'État, les collectivités locales, les collectivités territoriales, commencent par demander, proposer et même réserver exclusivement les marchés aux PME et aux PMI. Alors justement, on va rester dans votre programme, puisque pour ce problème de la résorption de la dette, vous dites en fait, le gouvernement actuel ne fait pas exactement ce qu'il faut faire, il faut aller chercher des ressources ailleurs. Alors vous parlez de ressources possibles dans la maîtrise de l'immigration, dans les problèmes d'insécurité, et puis vous parlez de la fraude sociale. Alors justement, pour en revenir ici, on est dans les Alpes-Maritimes, le Conseil général des Alpes-Maritimes a mis en place une brigade anti-fraude du RSA, du revenu de solidarité active. Je propose d'écouter deux réactions, dont celle d'Éric Ciotti. Aujourd'hui, nous devons avoir en permanence ce souci d'accompagner ceux qui sont en détresse sociale et qu'ils bénéficient sur des bases réelles d'une véritable solidarité et de sanctionner ceux qui utilisent à des fins indues ce système. Nous avons deux sources potentielles d'informations. La première, c'est les échanges de données avec nos partenaires du RSA, la CAF, Pôle emploi. Nous avons pour ambition d'en développer de nouvelles. Et la deuxième, c'est les informations du terrain. C'est-à-dire que nous avons un réseau de travailleurs sociaux au sein du Conseil général et nous souhaitons qu'ils nous remettent les informations les plus sensibles de cas de train de vie anormalement élevés. Alors Marine Le Pen, est-ce que sous couvert d'un programme dont vous dites qu'il est cohérent, est-ce que sous couvert de grands mots, vous ne proposez pas simplement des idées qui sont appliquées ailleurs déjà ? Non mais écoutez, monsieur, excusez-moi, mais ces idées-là, c'est eux qui sont venus les chercher dans le programme du Front National. Il faut quand même, encore une fois, dire la vérité à ceux qui nous écoutent. Bon, très bien, ils ont organisé ça aujourd'hui, mais moi, je suis une responsable nationale. Et ce que je vois, c'est qu'il y a 10 millions de cartes vitales qui sont fausses, qui sont en circulation. C'est un rapport de l'IGAS de 2004. Sur 60 millions de cartes qui circulent en France, de cartes vitales, il y en a 10 millions qui sont des fausses. Pourquoi ne pas les désactiver? Ça prendrait 3 mois.
de régler ce problème-là et on pourrait gagner 1 milliard immédiatement. Alors, c'est bien beau de faire, encore une fois, des grandes déclarations à quelques mois de l'élection, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, ça ? Pourquoi ça ne fait pas des années qu'ils luttent contre la fraude sociale? Et pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy oblige les Français... Prenons un exemple, tiens, d'incohérence. Nicolas Sarkozy a supprimé la soi-disant double peine. Il impose aux Français de conserver sur le territoire les étrangers qui ont commis des crimes et des délits dans notre pays. Et ces étrangers qui ont commis des crimes et des délits, ils viennent, eux, toucher le RSA. Ils viennent se faire soigner dans nos hôpitaux. Alors qu'ils ont violé la loi, alors qu'ils ont brutalisé, volé, violé. Bon, si vous ne croyez pas que c'est en contradiction avec ce qu'on dit là, donc commençons, honnêtement, commençons par arrêter de prendre les Français pour des naïfs. Arrêtons d'avoir une vision électoraliste des choses et faisons les choses sérieusement. L'immigration, M. Lolland, qui est quelqu'un qui enseigne dans de très nombreuses grandes écoles, qui est un démographe, dit qu'elle coûte 70 milliards d'euros par an. Bon. Oui, l'insécurité... Il y a beaucoup de débats là-dessus. Oui, il y a des débats, très bien. Justement, mais les Français, c'est la question que j'allais vous poser. Comment l'immigration et l'insécurité peuvent aider à résorber la dette? Mais parce qu'elle coûte, monsieur. L'insécurité, ça coûte 115 milliards d'euros par an. Plutôt que de demander des économies, d'augmenter la CSG aux pauvres gens, aux classes moyennes, aux travailleurs qui se lèvent le matin pour aller travailler, bon, plutôt que d'augmenter les mutuelles à ceux qui essayent d'améliorer leur protection en termes de santé, c'est-à-dire souvent ceux qui risquent d'être malades, les plus faibles, eh bien faisons des économies. Des économies sur l'insécurité, des économies 115 milliards d'euros par an, des économies, alors je ne dis pas qu'on va éradiquer l'insécurité, mais déjà, commençons par lutter réellement contre elle. Luttons, arrêtons le versement des aides sociales aux étrangers, supprimons l'AME, l'aide médicale d'État, qui bénéficie exclusivement aux clandestins. 700 millions d'euros par an. Il y a des sources d'économie inimaginables, mais il faut faire des choix idéologiques. Or, ils ne le veulent pas parce qu'ils veulent continuer à ce qu'il y ait une immigration de plus en plus importante en France. Marine Le Pen, un mot très Non, mais rapide, juste un chiffre, excusez-moi, 203 000 entrées légales en France sous Nicolas Sarkozy. Il y en avait 114 000 en 2000 sous Lionel Jospin. Il fait 84 fois pire, 84% fois pire que Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy en la matière, ça pose quand même un souci. Est-ce que les gens l'ont élu pour ça ? Je suis pas sûr. Marine Le Pen, avant de se retrouver sur Internet, je voudrais qu'on écoute une interview de Michel Tabarot qui a été faite à Marseille. Ensuite, on se retrouve sur Internet. On peut pas, c'est pas grave. Je voulais vous poser une question. C'était pas très juste parce que comme il n'a pas voulu, lui comme les autres, venir débattre contre moi, je sais pas, je dois leur faire peur ou alors ils sont pas très sûrs de leurs convictions ou de leur bilan. Ça aurait été quand même injuste. Juste un mot avant qu'on se retrouve sur Internet. Je reprends un terme de Richard Garcia, dont je vous ai parlé, qui est proche de vous, qui est à Antibes. Il dit on est un peu sur un cheval qui court sur une falaise, vers une falaise. On va tomber, il vaut mieux sauter du cheval avant, mais c'est risqué. Vous êtes conscient quand même que les solutions que vous prenez sont pas très faciles à appliquer très vite en 30 secondes. Non. Alors, je conteste formellement. Elles sont très faciles à appliquer. C'est applicable tout de suite, immédiatement. Écoutez, monsieur, 95% des pays du monde ont leur monnaie. Il faut quand même le rappeler. Bon, encore une fois, nous avons l'euro que depuis 10 ans. Donc on referme la parenthèse et on retrouve une monnaie nationale. Avant, on échangeait. On vient d'avoir encore le record. Excusez-moi, un record historique. On s'arrête une seconde, on se retrouve sur Internet parce qu'on a un décrochage. On s'arrête 20 secondes et on se retrouve tout de suite. Merci. Voilà, on se retrouve donc sur Internet, c'est la nouveauté de cette année pour une dizaine de minutes, sur donc la voix est libre, côte-d'azur.fr. Merci de rester avec nous pour ce débat. Je termine juste la phrase. Je veux dire, c'est qu'on essaye de faire peur aux Français comme on a essayé de leur faire peur pour la Constitution européenne. Souvenez-vous, on leur avait dit, si vous votez non, le soleil va s'éteindre, le tsunami va tout emporter, etc. Et en réalité, il ne s'est rien passé de tout cela. On essaye de faire peur aux Français parce qu'on est en train d'essayer de défendre le dogme de l'euro à tout prix, comme l'a dit le président de la République. Mais encore une fois, fermer la parenthèse de l'euro, ça ne sera que fermer une parenthèse. Avant l'euro, on commerçait, on avait des échanges, on avait une balance commerciale excédentaire. Aujourd'hui, elle est
très grièvement déficitaire. Bon, donc il y avait plutôt plus d'emplois qu'il n'y en a, il faut bien le dire, depuis 10 ans. Donc c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai qu'il faut pour cela changer le modèle économique qu'on nous a imposé et dont encore une fois, et qui doit être jugé à l'aune de ses résultats. Marine Le Pen, pendant les quelques minutes qui nous restent, on va essayer d'évoquer quelques questions diverses qui nous ont été posées et qui touchent d'ailleurs les thèmes qu'on a évoqués. François Hollande ce matin a déclaré qu'il était prêt à recréer des postes dans l'éducation nationale. 70 000, il a dit, ça correspond aux 70 000 postes qui ont été supprimés depuis quelques années. Une question de Fabrice, donc, qui nous a posé une question sur notre site internet. Madame Le Pen, que pense le Front National des suppressions de postes et autres restrictions dans l'éducation nationale? Que ferait le Front National au pouvoir? Moi, très honnêtement, je pense qu'il y a une erreur majeure dans ce que fait le gouvernement, mais dont, honnêtement, le Parti socialiste est très largement complice, puisque c'est lui qui dirige la quasi-intégralité des régions. C'est qu'on est en train de supprimer des fonctionnaires d'État qui m'apparaissent essentiels au fonctionnement de notre société, des policiers, des gendarmes, des médecins. On est en train de saigner la fonction publique, notamment hospitalière. On diminue les professeurs. Et, excusez-moi, tout ça m'apparaît quand même comme très important pour la construction de l'avenir, l'instruction, la santé, les services publics. Et de l'autre côté, on laisse exploser la fonction publique territoriale. C'est-à-dire que les petits seigneurs qui ont pris la main sur les régions et sur les départements, eux, la première chose qu'ils font, c'est embaucher, 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 embaucher. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où, après avoir, quand on a supprimé un poste dans la fonction publique d'État, dont tout le monde bénéficie, eh bien, on a 2 embauches de l'autre côté dans la fonction publique territoriale. Vous voulez diminuer de 2% les sommes versées aux départements. Ils disent déjà qu'ils ont du mal à appliquer les compétences qui sont à leur charge. Non. Est-ce que ça ne va pas aggraver ce problème? Ça, c'est pas vrai. Oui, de 2%, les dotations aux conseils régionaux et aux conseils généraux. Il y a une gabegie, monsieur, dans ces institutions. Une gabegie, un clientélisme inimaginable. On ne pense pas à ce qui est bon pour la population, on pense à donner de l'argent aux copains, à renvoyer l'ascenseur à un tel ou à un tel. On finance des associations communautaristes, ce qui est un scandale, parce que le communautarisme est contraire à notre Constitution, etc., etc. Très honnêtement, les obliger à arrêter ces gaspillages et à avoir une gestion plus rigoureuse m'apparaît être une chose légitime. Ils dépassent en permanence les compétences qui leur ont été en réalité accordées par la loi, sous prétexte que, après tout, il faut aussi s'occuper de ceci, il faut aussi s'occuper de cela. Il y a des compétences croisées entre le Conseil général et le Conseil régional. Là aussi, il y a une source de gabegie pas possible. Bon, voilà, il faut à un moment donné arrêter d'avoir un double discours, et c'est pour ça que je trouve que les propos de M. Hollande sont quand même particulièrement hypocrite, parce qu'il sait très bien que ses amis socialistes, eux, ils augmentent les impôts locaux. Et je suis non seulement pour la baisse de la dotation, mais je suis pour l'interdiction de l'augmentation des impôts locaux. Voilà, l'interdiction. Ils n'auront plus le droit d'augmenter les impôts. Un mot également, puisqu'on vient sur des thèmes qu'on a abordés tout à l'heure, c'est une question que je voulais vous poser. On parlait des résultats du Front National ici. Vous avez donné votre investiture à Jacques Perrat, qui s'est présenté au cantonal. Oui. Est-ce qu'il y a eu, et est-ce que vous souhaitiez qu'il y ait, à l'avenir, des contacts avec l'UMP local? Écoutez, moi, tant que les gens sont à l'UMP, ils soutiennent, encore une fois, une politique qui est exactement inverse de celle que je voudrais voir mise en œuvre. Voilà. Donc, si ces gens sont honnêtes avec eux-mêmes, s'ils se regardent dans la glace, qu'ils s'aperçoivent que, effectivement, les pensées qui sont les leurs et qu'ils expriment sur beaucoup de plateaux, sauf manifestement celui-là, sont exactement l'inverse de ce que Nicolas Sarkozy fait au quotidien avec son gouvernement, ils quittent l'UMP. S'ils sont honnêtes, ils doivent quitter l'UMP. Mais ils ne peuvent pas jouer en fait l'opposition interne à l'UMP. Vous avez vu comment l'UMP fonctionne, hein, c'est extraordinaire, quel que soit le sujet, il y a les pour, les contre et bien au contraire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils arrivent à créer leur propre opposition interne pour essayer de faire croire aux gens qu'après tout, à l'UMP, on peut penser tout et son contraire. Non, je crois qu'un parti politique, il doit avoir un projet, il doit avoir une vision, et il ne peut pas tomber, encore une fois, dans cette manipulation de l'opinion qui consiste à faire croire qu'on peut tout penser et être à l'UMP. Est-ce que l'opération de donner son investiture à Jacques Perrat, il y a un recours en ce moment, donc oui. On ne sait pas trop ce que ça va devenir, mais en tout cas, il a été battu. Alors vous dites que c'est pas à la régulière, mais quel bilan vous faites de ce soutien à Jacques Perrat, qui est quand même passé de l'UMP au Front National, puis qui a pas mal fait la navette?
Oui, enfin bon, je crois que Jacques Perrat a toujours porté les idées qui étaient celles de son engagement premier du Front National. Mais il a eu la carte de l'UMP quand même. Oui, il a eu la carte de l'UMP, oui. On a beaucoup de gens, nous aussi, qui ont eu la carte de l'UMP chez nous, hein, je peux vous dire aujourd'hui. Bon. Et même du RPR. Oui, je crois qu'il a été victime d'une malhonnêteté très grave de la part de M. Baeza, qui a marqué ex-élu Front National en énorme. C'est pour ça qu'il y a le recours. Voilà, et qui a suscité évidemment l'incompréhension dans l'esprit des électeurs qui ne savaient plus qui était le candidat soutenu par le Front National. Moi, je ne regrette pas la décision qui a été prise. Je pense que Jacques Perrat est un homme de qualité et c'est un homme d'expérience et qu'il était le meilleur candidat, en l'occurrence, sur ce canton. Marine Le Pen, je vous disais, on passe donc un certain nombre de thèmes qu'on n'a pas pu aborder dans le reste de l'émission. Demain, on est le 11 septembre. Votre père avait émis à un moment des doutes sur ce qui s'était passé le 11 septembre, parce que c'est aussi votre cas. Quelle est votre position là-dessus? Non, moi je ne mets pas de doute, j'essaie de tirer une analyse politique. Et votre père en avait émis des doutes. Oui, mais d'accord, mais écoutez, voilà, vous inviterez mon père, parce que j'aurais pu débattre avec lui, ça aurait pu être amusant. Non, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas tiré, je crois, toutes les leçons du 11 septembre. Cet événement est un événement qui a marqué l'histoire évidemment du monde. Et le danger islamiste est apparu, le danger terroriste islamiste est apparu, évidemment, dans toute son horreur. Mais je remarque qu'en Tunisie, en Égypte, en Libye, et particulièrement en Libye, il y a la montée d'un fondamentalisme islamique et je n'ai pas le sentiment que le gouvernement français ait pris la mesure de ce risque-là. Ces pays étaient des dictatures, mais des dictatures laïques, et si je puis me permettre, il n'y a quasiment que des dictatures dans ce coin. Hein. Mais il y a les gentils dictateurs et les méchants dictateurs. L'Arabie Saoudite, c'est une gentille dictature, parce que l'OTAN l'aime bien. Hein. Le Qatar, de la même manière. Bon. Mais là, dans les rebelles libyens, on le sait, il y a des chefs djihadistes qui ont donc été du côté de ceux qui ont fait tomber les tours il y a 10 ans. Alors je pense qu'en matière internationale aussi, il faut avoir un peu de cohérence et surtout un peu de lucidité, sinon on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Un mot également, Marine Le Pen, du discours de Grenoble, dont ça a été l'anniversaire cet été. Il y a eu pas mal d'effets d'annonce. Est-ce que ces effets d'annonce, selon vous, n'ont été suivis d'aucun effet? Ou un petit peu comme quand je vous disais tout à l'heure, quand on parlait tout à l'heure du RSA, est-ce que la critique n'est pas un peu sévère? Non, la critique n'est pas sévère, il faut bien dire. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que le co-rédacteur du discours de Grenoble a été mis à la porte. Bon. Ce qui prouve qu'on a radicalement changé l'état d'esprit entre il y a 1 an et aujourd'hui. Mais le problème du président de la République et de ses amis, c'est qu'ils pensent que dire, c'est faire. Ils pensent qu'il suffit de dire pour que ça se fasse. Non. Dire, c'est une fausse promesse quand il n'y a pas d'actes qui suivent. Rien n'a été fait. Écoutez, le cinéma avec les Roms, très objectivement. On a fait venir toutes les caméras pour sortir les Roms des endroits où ils s'étaient installés, pour les ramener à une frontière qu'ils ont repassée dans les 3 minutes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'aide au retour est parfois de près de 2000 € par personne. On paye 2000 € des gens pour passer la frontière et revenir 15 jours plus tard, quand on sait que le voyage de retour doit coûter à peu près 100 € ou 200 €. Mais croyez-vous que ces gens-là vont nous prendre au sérieux? Et croyez-vous que ce soit efficace, à part creuser un peu plus la dette et les déficits? Je ne vois absolument aucune efficacité à cette démarche. De toute façon, tant qu'on ne mettra pas en place une politique dissuasive d'immigration, tant qu'il y aura un intérêt pour des gens de venir chez nous, parce que, et on ne peut pas leur en vouloir, ils gagnent 100 fois ou 500 fois plus, même sans travailler chez nous, qu'ils ne gagnent en travaillant chez eux. Tant qu'on ne mettra pas fin à cela, on sera évidemment confronté à une aggravation de l'immigration. Dernière question, Marine Le Pen, il nous reste une petite minute. Vous avez été cet été un petit peu en baisse dans les sondages. Est-ce que vous croyez toujours possible une présence au second tour de l'élection présidentielle? Et question corollaire, le fait qu'on ait dit 1 an avant que vous étiez, il était possible que vous soyez au second tour, est-ce que c'est pas justement très dommageable pour vous? Non, écoutez, on se consolide. Il n'y a pas eu de baisse, il y a eu une consolidation à un niveau extrêmement haut, entre 18 et 20%, à 8 mois d'une élection présidentielle. Pour vous donner un exemple, en 2002, à 8 mois de la présidentielle, on était à 8% dans les sondages. Et on a terminé à 16 minutes. On a doublé ce score. Donc je crois que c'est un socle. Bon, maintenant, je ne pourrais pas renverser le système qui fait tant de mal aux Français toute seule.
Par conséquent, il faut qu'ils viennent m'aider. Voilà. Il faut qu'ils viennent auprès de ma campagne, il faut qu'ils viennent dans mon comité de soutien, il faut qu'ils viennent avec moi au Front National, il faut qu'ils m'aident à renverser ce système, parce que ce système, je crois, met en péril l'avenir et la survie même de notre pays. Merci Marine Le Pen, merci à vous de nous avoir donc suivi 10 minutes de plus sur Internet. Ce sera dorénavant comme ça. Merci d'avoir posé des questions. Je vous signale aussi que vous pouvez les poser toute la semaine avant l'émission. On se retrouvera la semaine prochaine. L'invité sera Jean Leonetti. Très bon après-midi sur France 3. Au revoir.